Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus nombreux. Je voudrais d'ailleurs commencer par, au nom de SFL, Nicolas Reynaud, donc directeur général et moi-même, vous remercier d'avoir eu l'aimabilité de bien vouloir vous équiper avec les dispositifs de protection réglementaire, c'est-à-dire bottes et casques. Comme vous l'aurez remarqué, on est sur un chantier, c'est un des plus gros chantiers au cœur de Paris, la restructuration d'un immeuble de bureaux. Il y a 4 immeubles de bureaux initialement. Notre opération s'appelle le Cloud Paris. Et c'est une opération qui représente 33 000 m². Hein. Donc c'est gros, c'est même très gros. Et qui sera livrée en fin d'année. On a voulu faire la présentation de cette étude sur les attentes des utilisateurs. Hein, et je remercie d'ailleurs Frédéric Dabi, donc directeur général adjoint de l'IFOP, qui nous fait l'amitié de sa présence et qui va présenter les résultats de cette étude, mais également Thierry Daillecourt, qui est directeur monde immobilier de Criteo. Donc Criteo, peut-être que je le laisserai vous présenter qui est Criteo, mais tout le monde connaît Criteo, c'est une des plus belles success stories françaises. Et on souhaitait avoir le témoignage d'un utilisateur qui vit au quotidien ses bureaux et qui, comme vous le remarquerez, intègre dans la stratégie immobilière la question des talents, la question du recrutement comme un des leviers très importants dans l'appréciation du choix immobilier. Donc, mieux connaître les attentes des usagers, c'est l'objet du baromètre Paris Workplace, qui est inédit par son ampleur. C'est la deuxième année qu'on le fait. Inédit parce qu'on a interrogé 1000 cadres, donc Paris première couronne, mais également 300 dirigeants. Et vous verrez que parfois il y a des décalages entre ce que nous disent les cadres de leur bureau et ce que pensent les dirigeants de leur bureau. C'est intéressant. Et surtout, c'est un enseignement extrêmement riche parce que vous avez plus de 80 questions, 28 critères qui ont permis de créer l'indice. Et vous verrez que c'est des enseignements riches qui nous permettent d'ailleurs d'apprendre l'immobilier non pas seulement comme un choix économique, c'est une réalité, c'est le deuxième ou troisième poste de dépense pour les entreprises après les salaires, mais finalement, le choix des bureaux peut être réellement appréhendé comme un investissement qui est source de performance individuelle et collective, de stimulation, de motivation. Et donc je vais laisser la parole à Frédéric qui va nous présenter les résultats de l'étude. Et simplement, les résultats seront diffusés en ligne, donc je le dis parce que j'ai peur d'oublier, sur le www.parisworkplaceindex.fr. Et pour ceux également que ça intéresse, l'étude étant très complète, on pourra vous fournir le détail de toutes les questions. Merci beaucoup Dimitri. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les principaux enseignements de cette enquête exclusive de l'IFOP pour SFL, hein, la société foncière lyonnaise. Dimitri l'a très bien dit, il s'agissait à travers cette enquête. Il s'agissait à travers de cette enquête de mesurer la perception qu'ont les cadres et les dirigeants d'entreprises franciliens vis-à-vis de leurs bureaux, que ce soit la localisation des bureaux, la localisation de leur entreprise et l'aménagement ou l'équipement des bureaux. Donc, à travers ces deux dimensions, il s'agissait d'identifier l'impact de cette question des bureaux, cette question centrale, on va le voir, sur son bien-être au travail, sur son rapport au travail, l'impact ou l'absence d'impact. Pour cela, Dimitri l'a dit. Hop, je reviens en arrière sur la méthodologie, excusez-moi. Hop. Hop. C'est un peu capricieux. Peut-être plus comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est mon côté gaucher qui ressort. Excusez-moi. Donc, il s'agissait, Dimitri l'a dit, d'un point de vue méthodologique, d'interroger deux populations dans une logique de regard croisé, une logique miroir. D'abord, 1000 cadres représentatifs de l'ensemble des cadres franciliens, plutôt Paris et Petite Couronne, travaillant au sein d'entreprises du secteur privé comptant plus de 50 salariés. On n'est pas sur la TPE, on est sur la PME, la grande entreprise. Et puis, en parallèle, en miroir, et on verra, vous l'avez dit, Dimitri, qu'il y a des décalages entre le regard des salariés, des cadres, et celui des dirigeants d'entreprise. 300 dirigeants d'entreprises représentatifs d'entreprises franciliennes, toujours Paris et Petite Couronne, du secteur privé avec la même taille de salariés, au moins
50 salariés. L'enquête a été faite entre le 15 et le 31 janvier par questionnaire auto-administré en ligne pour les cadres franciliens, par téléphone pour les dirigeants d'entreprise. Dimitri l'avait dit également, au-delà de cette méthodologie, l'IFOP et SFL ont élaboré un palmarès, un indicateur, le Workplace Index, permettant d'établir une hiérarchie, un classement des quartiers de Paris et de la Petite Couronne préférés dans lesquels les cadres apprécient de travailler à travers la combinaison d'un indicateur synthétique extrêmement riche. On a pris en compte sur une échelle de satisfaction 28 critères qui relèvent du bâtiment, qui relèvent de l'aménagement des bureaux, qui relèvent du quartier, de la localisation du quartier, du lieu du travail, qui relèvent aussi des services disponibles au sein des bureaux, toute une batterie d'items qui ont permis d'établir une hiérarchie des quartiers préférés, donc ce Workplace Index que je vais vous révéler tout de suite en premier. Voilà, donc on va voir qu'il y a une prime au cœur de Paris, puisque le quartier qui arrive en tête, qui, sur tous les critères qu'on va détailler ensemble, c'est le quartier qu'on appelle Paris Centre-Ouest, c'est-à-dire des bureaux situés dans le 1er, dans le 2e arrondissement, dans le 7e, 8e, 9e, 16e et 17e arrondissement. Ce quartier Paris Centre-Ouest arrive en tête du classement des quartiers préférés des cadres parisiens et de la Petite Couronne. Il devance un quartier qu'on a appelé Boucle Sud, qui concerne des villes limitrophes de Paris des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux, Saint-Cloud, et des villes un peu moins limitrophes de Paris, Meudon et Sèvres. Et en 3e position, ce qu'on appelle Paris Rive Gauche, donc des quartiers de la Rive Gauche, à l'exception du 12e, 5e, 7e, 12, 13, 14, 15. Donc on a ces 3 quartiers qui arrivent en tête. Je vous laisse voir les autres. Il y a la Défense en 4e position, Couronne Est avec des villes à la fois du Val-de-Marne et du 93, le quartier Péri-Défense qui comprend Courbevoie, Puteaux, Nantes, Suresnes et Rueil-Malmaison, le quartier Boucle Nord qui prend également des villes du 92, Gennevilliers, Asnières, Levallois, Colombes, Neuilly, Clichy, Villeneuve-la-Garenne et Bois-Colombes. Et aux 3 dernières positions, le quartier Couronne Nord, avec des villes plutôt situées en Seine-Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, Bobigny, Pantin, Le Pré, Saint-Gervais, les Lilas, Paris-Nord, les arrondissements de l'Est parisien, 4, 10, 11, 18, 19, 20, et enfin Couronne Sud, des villes plutôt situées dans les Hauts-de-Seine, notamment Vanves, Montrouge, Gentilly, Villejuif, Cachan, Arcueil, Bagneux, Châtillon et Malakoff. Une première remarque, donc on voit cette primauté, je dirais, au cœur de Paris, mais attention, il n'y a pas, vous le voyez dans le classement, de coupure, de séparation dans la hiérarchie entre les quartiers parisiens et ceux de la Petite Couronne. On a plutôt un classement mêlé, signe du fait que pour les cadres, le quartier est davantage prépondérant que la commune dans laquelle est implantée l'entreprise. On n'est pas sur une logique communale, sur une logique départementale, mais sur une logique de quartier. On va le voir. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que ce quartier Paris Centre-Ouest dont on vient de parler arrive en tête? Quels sont les facteurs explicatifs de cette préférence des cadres parisiens et de la Petite Couronne? On va détailler toute une série de facteurs explicatifs. D'abord, vous le voyez, Paris Centre-Ouest arrive en tête pour des raisons liées au cadre de vie. Le cadre de vie, on va le voir, est un moteur de l'attractivité. Ce n'est absolument pas une dimension anodine dans le discours des cadres que nous avons interrogés, tel qu'il transparaît de l'étude, puisqu'on voit, c'est une question qu'on n'a pas restituée ici, mais qu'on a posée, que les enjeux liés à la localisation de son lieu de travail comptent presque autant chez ces cadres que la localisation de son lieu de vie personnel, de son domicile. On met quasiment au même niveau localisation de son entreprise et localisation de son domicile. Donc sur cette première dimension du cadre de vie, d'abord la qualité de vie du quartier, le fait qu'il soit propre, qui est aussi un facteur de sécurité, on le verra, d'animation du quartier et s'agissant des espaces verts, Paris Centre-Ouest arrive nettement en tête, suivi de Paris Rive-Gauche avec un écart très net avec les quartiers qui arrivent en bas de tableau, Couronne Sud, Boucle Nord et Couronne Nord. Sur cette question, on voit un effet département, puisque auprès des cadres parisiens, la satisfaction atteint 70%, donc c'est-à-dire 9 points de plus que la moyenne globale, beaucoup plus largement que pour les départements de la Petite Couronne. C'est seulement 48% dans le Val-de-Marne et 36% en Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine se trouvant à l'écart médian avec également 61%. Le cadre de vie
C'est aussi la présence de commerce et de commodité dans le quartier, des lieux de restauration. On voit très bien les cadres n'attendent pas seulement un endroit tapissé de bureaux, ils veulent de la mixité, ils veulent des commerces et pas seulement un univers, je dirais, monocolore, qui serait seulement un univers professionnel. Là également, Paris Centre-Ouest arrive très nettement en tête, 86%, c'est 17 points de plus que la moyenne globale, et Paris Centre-Ouest devance Paris Nord, La Défense. En bas de tableau, on a quelques quartiers qui sont même en dessous des 60% de satisfaction, Couronne Sud, Boucle Nord et Couronne Nord. Là aussi, il y a un effet département sans grande surprise compte tenu de ce qu'est Paris. 80% de satisfaction pour Paris versus seulement 50% pour la Seine-Saint-Denis, 63% pour les Hauts-de-Seine. Enfin, dans cette question de cadre de vie, il y a aussi le sentiment de sécurité. Alors, il faut bien se dire, dans cette enquête, ce n'est pas un facteur discriminant. On a un score moyen de satisfaction des cadres de 80%, avec peu de différences selon les départements, mais sur les questions de sécurité, sur quelques items comme cela, il faut regarder la part des très satisfaits, la part des gens pour lesquels il n'y a absolument aucun problème. Et là, très clairement, Paris Centre-Ouest se dégage. C'est plutôt une hiérarchie Paris hors de Paris, puisque Paris Centre-Ouest devance Paris rive gauche, et très nettement les autres quartiers, notamment situés dans les Hauts-de-Seine et dans le 93. On a quand même 5 quartiers où il y a moins de 25% de très satisfaits. On est sur le sentiment de sécurité, une dimension sur laquelle le niveau d'exigence est bien sûr extrêmement élevé. Et pour vous donner un exemple, en Seine-Saint-Denis, la part des très satisfaits n'est que de 7%. Elle n'est que de 17% dans le Val-de-Marne. Donc le cadre de vie comme moteur de l'attractivité. Au-delà du cadre de vie, il y a bien sûr la question de l'accessibilité. C'est une priorité très forte, une attente très forte des cadres, on va le voir. Et de ce point de vue-là, sur l'accessibilité de son bureau en transport en commun, on a un score de satisfaction globale de 76%, qui est très élevé pour Couronne Est. Et également, on retrouve la primauté, si je puis dire, accordée à Paris Centre-Ouest à 91%, où il y a un vrai plébiscite par rapport à des scores de satisfaction de 2 tiers pour des zones comme Boucle Nord, Gennevilliers, Asnières, on en a parlé, Levallois, Clichy, et Boucle Sud, moins Boulogne et ici les Moulineaux que les villes qui sont moins limitrophes de Paris, par exemple Meudon. Là également, un décalage Paris-Petite Couronne. Paris, le score de satisfaction est à 88%, Seine-Saint-Denis 71%, Val-de-Marne 67%. Sur cette question, on a un décalage cadre versus dirigeant d'entreprise. Lorsqu'on met nos deux cibles sur une alternative, préférez-vous avoir des bureaux bien situés ou des bureaux bien aménagés et bien équipés? Les cadres sont à une nette majorité pour avoir des bureaux bien situés, plus qu'avoir des bureaux, on va dire, jolis, bien aménagés et bien équipés. Les dirigeants d'entreprise sont plus neutres, mais plus partagés, et donnent une légère primauté, une légère préférence au fait d'avoir des bureaux bien aménagés, bien équipés, plus qu'avoir des bureaux bien situés. Voilà un premier décalage entre nos deux cibles. Sur le temps de trajet pour se rendre à son travail, la hiérarchie est strictement identique que celle précédente. Je passe plus vite, Couronne Est, Paris Centre-Ouest encore et Paris Rive-Gauche. Là, on a également une primauté accordée à Paris par rapport à des zones situées en Petite Couronne. Plus concrètement, plus précisément, le temps moyen de trajet domicile-travail pour les cadres que nous avons interrogés s'établit en moyenne à 47 minutes. Apparemment, on peut dire que c'est relativement homogène entre les différents départements. Il n'y a que 4 minutes de différence pour les cadres travaillant dans Paris, mais 4 minutes de différence pour un voyage, ça veut dire 8 minutes par jour, 30 heures par an et 4 jours de travail, quasiment une semaine si vous posez une RTT entre les deux. Voilà, on a une vraie différence de Paris par rapport aux autres départements, aux autres zones. Et puis ce n'est pas une question anodine, vous le savez tous dans votre vie quotidienne. Il y a, et l'enquête le montre bien, il y a une corrélation très nette entre ce temps de trajet et le sentiment de bien-être au travail. On observe que le bien-être ressenti au travail s'améliore, progresse au fur et à mesure que le temps de trajet se réduit.
À la question comment vous évaluez votre bien-être au travail, la note moyenne est de 6,8. Ce n'est pas une note extraordinaire, si je puis dire, par rapport à la dernière norme IFOP qui était plutôt sur 8, mais c'était à l'échelle des salariés français. Et on voit très bien la corrélation. Moins vous mettez de temps pour aller travailler, plus votre bien-être augmente. C'est encore plus spectaculaire sur le lieu de travail, vu également comme un lieu de vie. Plus le temps de trajet est réduit du fait d'une proximité domicile-travail, plus on aime passer du temps au travail. Il y a d'un côté l'impact psychologique sur le bien-être ressenti, mais après, à côté de ça, parallèlement, il y a un vrai impact économique non négligeable pour un dirigeant d'entreprise. Vous le voyez, il y a 21 points d'écart entre ceux qui mettent moins de 20 minutes le matin, qui sont 61% à dire « mon lieu de travail, ça peut être aussi un lieu de vie », et ceux qui mettent près d'une heure, on les comprend parfaitement, si je puis dire, où il y a 21 points d'écart, on descend à 40%. Troisième facteur explicatif, au-delà donc du cadre de vie, au-delà de l'accessibilité, une dimension plus business, c'est-à-dire quel quartier est idéal pour les affaires, quel quartier recèle une proximité géographique avec ses clients et ses partenaires. Là, c'est très net pour Paris Centre-Ouest, on l'a vu, c'est le centre de Paris. Qui devance Paris rive gauche, Boucle Sud, beaucoup de grandes entreprises dans le 92. Là, une primauté également pour Paris. Intéressant de voir que la Défense, on voit très bien que la philosophie originelle de la Défense, c'est, je dirais, battue en brèche, c'est-à-dire attirer toutes les entreprises dans le même coin. On aura le fait que ça n'ait pas complètement marché, c'est ces 26 points d'écart entre Paris Centre-Ouest par rapport à la Défense. Au-delà d'ailleurs du degré de satisfaction, y a-t-il un impact perçu des bureaux sur la performance? La réponse est clairement oui. 59% des cadres que nous avons interrogés considèrent que leurs bureaux ont un impact positif sur la performance de l'entreprise. Un décalage, une fois de plus, Paris versus Petite Couronne, 63% de oui pour Paris, 65% pour Paris Centre-Ouest. Donc on a un décalage qui est de 12 points avec le Val-de-Marne, 8 points avec la Seine-Saint-Denis et 6 points avec les Hauts-de-Seine. Pour autant, en dépit de cet avantage pour Paris Centre-Ouest, pour Paris Rive-Gauche, il existe des points faibles pour ces quartiers centraux de Paris que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, une difficile accessibilité en voiture, où Paris est à la traîne par rapport à notamment Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Il y a quand même des écarts de 18 et de 14 points, et puis des bureaux moins conviviaux, mais on a vu cette alternative, cette préférence du côté des cadres entre je préfère avoir d'abord des bureaux bien situés que des bureaux bien aménagés et bien équipés. Alors, au-delà de ce palmarès, rentrons plus concrètement sur quel impact entraîne ces bureaux sur une dimension pure RH, de performance RH, et on va voir des décalages entre les cadres et les dirigeants sur ce sujet bureau. D'abord, premier enseignement, c'est extrêmement net, les bureaux impactent véritablement sur le bien-être et sur la motivation des salariés. Vous le voyez, entre 80 et 90% considèrent que les bureaux ont un impact positif sur le bien-être, la motivation, l'impact au global. Il peut être positif ou négatif, donc c'est absolument pas anodin, sur le bien-être, la motivation, l'efficacité, et le plus souvent, l'impact est jugé positivement. 64% sur le bien-être, c'est quand même extrêmement important. 59% pour la motivation, et vous le savez, c'est un indicateur clé en matière d'études de ressources humaines. 61% pour l'efficacité, c'est quand même, lorsqu'on interroge les dirigeants d'entreprise sur d'autres études, sur les attentes vis-à-vis des salariés, il y a une attente d'efficacité qui émerge. On voit très bien que l'évolution de l'impact des bureaux émerge comme facteur de performance, et ce n'est pas seulement un bonus qui améliore sa vie quotidienne. Tout ça pour dire également que cette importance accordée par les franciliens, par les cadres franciliens au bureau, recèle aussi des risques de démobilisation, puisque vous le voyez, on ne va pas regarder l'impact positif mais l'impact négatif. Un cadre sur 5 considère que leurs locaux impactent négativement, défavorablement la fierté des salariés et leur propre sentiment d'être valorisés. Bien sûr, 19 et 20%, c'est minoritaire, mais on n'est pas sur une logique électorale, on est sur une logique d'extrapolation. Ça fait quand même beaucoup de cadres qui pourraient ressentir un manque de fierté et un sentiment de ne pas être dévalorisés. D'ailleurs,
on voit très bien comme cette question de bureau peut être une sorte de révélateur d'une insatisfaction professionnelle. C'est clair, compte tenu de la corrélation entre un cadre insatisfait de ses bureaux qui va le plus souvent apparaître comme un cadre malheureux au travail. La note moyenne, dont on a parlé tout à l'heure de bien-être, était de 6,8. On a vu qu'elle influait sur le temps de trajet. Elle influe aussi sur la satisfaction globale vis-à-vis de ses bureaux. Il y a 2,8 d'écart, c'est beaucoup. C'est moins spectaculaire que si on est sur des pourcentages sur 100, mais sur une note sur 10, c'est quand même extrêmement important. Au-delà de la propre performance, les bureaux sont également importants pour l'enjeu bureau, a un impact positif ou négatif, mais il a un impact très net pour une très nette majorité de cadres sur la dimension corporate. D'abord, l'impact positif domine pour l'image et la réputation de l'entreprise. Dans les enjeux concurrentiels qu'elle connaisse, c'est quand même absolument pas anodin. Elle joue également, cette question des bureaux, elle joue sur l'attractivité, notamment le recrutement de nouveaux talents, et sur la fidélisation en interne, la fidélisation des salariés, puisque vous le voyez également, on retrouve, c'est un cadre sur 5, cette part non négligeable de cadres qui estiment que leur bureau peut constituer un handicap pour le recrutement des nouveaux talents et pour la fidélisation des salariés. Là, on quitte vraiment la dimension immobilière et aménagement de l'espace pour une vraie dimension RH, d'attractivité interne et de fidélisation externe. Alors, auprès de nos deux cibles, nous avons posé une question générale et simple de satisfaction vis-à-vis de leur bureau actuel. Et là, très clairement, se fait jour un décalage entre la population cadre interrogée et les dirigeants d'entreprise. Les dirigeants d'entreprise, donc les 300, sont satisfaits à 89% de leur bureau, des bureaux de leur entreprise. Le chiffre à retenir, c'est les 36% qui se disent très satisfaits. Il y a un net décalage du côté des cadres. Bien sûr, la satisfaction est majoritaire également chez les cadres, avec 76%. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est ce décalage de 26 points sur l'item le plus important. Dans des enquêtes de climat social, il faut toujours voir le pôle le plus critique, les très mécontents, où il n'est pas du tout satisfait, et le pôle le plus, je dirais, intense positivement, c'est-à-dire les très satisfaits. Il y a 26 points d'écart entre dirigeants d'entreprise. 36% sont très satisfaits et seulement 10% des cadres que nous avons interrogés. On retrouve un décalage de même ordre sur l'envie de déménager. Au cadre, on a posé la question suivante: souhaitez-vous que votre entreprise déménage? Aux dirigeants d'entreprise, est-ce que vous avez à court ou moyen terme des projets de déménagement pour leur entreprise? Et clairement, on a des dirigeants qui peuvent sous-estimer les attentes de leur cadre. 13% des dirigeants d'entreprise envisagent un déménagement versus presque 3 fois plus, 36% des cadres qui souhaiteraient que leur entreprise déménage. Sur cette question, pas de différence selon le sexe et l'âge. C'est plutôt plus fort dans les entreprises, les grosses PME, 100-249 salariés, et bien sûr, sans surprise, une dimension géographique. 48% des cadres que nous avons interrogés travaillant en Seine-Saint-Denis souhaiteraient déménager, contre 28% à Paris. Et puis, sans surprise également, un impact très net, une corrélation très forte sur le temps de trajet. Quand votre temps de trajet dépasse 1 heure pour ces cadres, l'envie de déménager devient bien sûr majoritaire, à 56%. Dernier élément d'une éventuelle sous-estimation des dirigeants par rapport aux attentes de leur cadre, on voit très bien que 74% des dirigeants déclarent accorder de l'importance aux attentes des salariés en matière de bureaux. Quand on interroge les cadres sur est-ce que leurs dirigeants d'entreprise sont sensibles à cette question des bureaux, à vos attentes, là le décalage est net, 74% d'un côté, 51% de l'autre, ce qui veut dire que pour un cadre sur deux, la question du lieu de travail n'est pas traitée, n'est pas pris en compte par les dirigeants comme une priorité stratégique. Dernière partie de cette enquête, les bureaux, au-delà de ce qu'ils sont, est-ce une arme pour attirer les jeunes talents, avec un zoom sur les jeunes cadres, en quoi ces bureaux peuvent constituer pour eux un levier d'attractivité auprès de ce segment. Et très clairement, déjà un constat, cette génération Y, des moins de 30 ans, se dit la plus heureuse au travail. Si on reprend notre note moyenne de 6,8 sur le bien-être au travail, c'est auprès des 18
29 ans, pourtant une génération qu'on peut qualifier d'exigeante vis-à-vis de sa situation professionnelle, qui se déclare la plus satisfaite en termes de bien-être, qui est également la plus satisfaite de ses bureaux. 82% d'un côté, contre par exemple 75% chez les 30-39 ans. Mais on est sensible au bureau, c'est à relier à une sensibilité spécifique sur l'enjeu bureau et sur l'environnement de travail. Si on reprend la question dont on a parlé d'impact des bureaux sur toute une série de dimensions ressources humaines, fierté, sentiment d'être valorisé et créativité, on voit que cette génération des 18-30 ans, alors il y a peu de cadres de 18 ans, on est plutôt à mon avis sur du 25-29, on voit qu'ils sont plus nombreux à considérer que les bureaux influent positivement la fierté, leur sentiment d'être valorisé et leur propre créativité. Sur la créativité, une différence de 11 points entre eux et les salariés de plus de 50 ans. Dernier point sur cette enquête IFOP-SFL, la flexibilité au bureau. On va voir que c'est un enjeu majeur, moins pour cette génération des 18-29 ans que sur les 30-39 ans, les parents. Est-ce qu'avoir des horaires de travail que l'on peut aménager à sa convenance est primordial ou pas? C'est primordial pour l'ensemble des cadres que nous avons interrogés. Ça devient absolument essentiel chez les 30-39 ans, puisqu'on passe de 59% à 64%. C'est très peu le cas, en revanche, pour cette génération Y. Autre dimension, mais corollaire, travailler dans des bureaux proches de son domicile. On retrouve la même logique à l'œuvre avec un sentiment d'importance qui est plus fort chez les 30-39 ans. Et enfin, dernière question de cette enquête, la possibilité de travailler chez soi lorsque l'on souhaite, la question du télétravail. Intéressant de voir par rapport à ce qu'on voyait à d'autres il y a quelques années, la dimension primordiale est moins forte, elle est minoritaire par rapport à une posture plus médiane, c'est important mais ce n'est pas primordial. Mais là aussi, il y a un intérêt plus prononcé chez les 30-39. Une fois de plus, un exemple supplémentaire qui montre l'importance des bureaux au global pour les cadres, avec ce décalage avec les dirigeants d'entreprise, et particulièrement sensible pour ces deux populations, les plus jeunes et les jeunes parents. J'en ai fini, je vous remercie. Merci Frédéric pour ce court résumé d'une étude qui est dense. Ce qui est intéressant effectivement dans l'étude, c'est au-delà du fait que Paris Centre-Ouest est numéro 1 du classement, qu'on pouvait appréhender, c'est les raisons de ce choix et les raisons de ce choix notamment des cadres. Et on voit l'importance de l'environnement de travail au-delà du bâtiment eux-mêmes, ce qui pourrait être un des thèmes de réflexion pour voir comment les bâtiments peuvent évoluer. Je pense que vous êtes sur une opération qui est symptomatique de ce qu'on essaie de faire, et avec l'idée justement de faire évoluer le bâtiment pour avoir un bâtiment qui correspond aux attentes des entreprises. Et je vais laisser la parole à Thierry qui va nous expliquer le choix de Criteo pour le 9e arrondissement, ce qui était à l'époque assez singulier pour la profession, notamment la rue Blanche, et probablement l'écouter sur la thématique des talents, dont on voit que c'est un enjeu fort de ces entreprises. Les talents dans une compétition qui est devenue mondiale, puisqu'à la limite aujourd'hui les talents ont le choix entre aujourd'hui Paris, mais pas simplement Paris, Londres et puis d'autres grandes métropoles internationales. On voit que le lieu de travail peut être, comme le rappelait Frédéric dans l'étude, une vraie arme pour recruter les meilleurs. Donc Thierry, je te laisse la parole, et la première question, c'est finalement pourquoi ce lieu d'implantation? Merci Dimitri. Écoutez, juste une seule réaction au niveau de l'étude. Je pense que Criteo n'aurait pas contredit en tout point cette étude. On s'inscrit clairement dans tous les résultats qui ont pu être présentés. Alors pourquoi ce lieu d'implantation du 32 Blanche pour Criteo? Tout d'abord, Criteo se devait d'être entre guillemets localisé dans la Silicon Valley parisienne, qui est le 9e arrondissement et le 2e arrondissement, enfin vraiment le centre Paris, où clairement il y a une volonté de la mairie de Paris de développer ce bassin. La deuxième raison, c'est qu'il fallait absolument pour nos collaborateurs qu'on soit situé dans un environnement favorisant en fait le partage, l'échange, la communication, mais en dehors, entre guillemets, du bureau, c'est-à-dire les fameux afters que notre population aujourd'hui vit pratiquement au quotidien, de façon à ce qu'ils puissent en fait continuer leur vie sociale en dehors du bureau.
Alors pourquoi le 32 blanche? Tout d'abord, en 2000, on a déménagé, on a changé notre siège social en 2012. Le nombre de locaux, enfin le nombre de bâtiments ou d'opportunités sur la place de Paris répondant à notre cahier des charges était quand même relativement restreint. La première, le premier critère au niveau de nos cahiers des charges, c'était de trouver en fait un bâtiment, un building qui nous permette en fait de supporter notre croissance. Aujourd'hui, Criteo est depuis 2008 est sur une croissance exponentielle. On recrute environ 50 personnes par mois. On est rentré en 2012, on était 240 personnes sur le site de Paris. On approche les 850 personnes aujourd'hui sur le site. Donc il fallait absolument qu'on puisse avoir un bâtiment qui puisse nous offrir des opportunités. Le deuxième critère, c'est qu'il faut, de par cette croissance, il faut que les surfaces proposées puissent nous offrir une flexibilité et une mobilité importante à travers les étages, de façon à ce qu'on puisse s'adapter et être adaptable le plus rapidement possible. Voilà. Ce qui est important par rapport aussi vis-à-vis de Criteo, c'est au-delà du choix du bâtiment, au-delà du choix entre guillemets de la localisation. Criteo a une population qui est dans la génération Y. L'âge moyen de notre population est autour de 28 ans, moins de 30 ans. Et donc répond clairement à toutes les aspirations que tu as pu décrire, Frédéric, dans cette étude. Donc il fallait clairement créer un espace de travail qui favorise le partage, la communication. Aujourd'hui, nous sommes en train de... vous voyez, on a déménagé en 2012. On est en train de réingénérer l'ensemble de nos plateaux depuis février, de façon à en renforcer encore cette notion de partage et de développement du cadre de vie au sein des locaux. Donc on a tendance à minimiser, entre guillemets, l'espace pur de bureau pour maximiser les zones d'échange informels. Tout ça pour développer la communication, c'est une demande très importante de nos collaborateurs. Voilà. Alors, dans le monde, on est présent dans 16 pays avec 26 implantations, bientôt 29. On gère environ 38 000, environ un petit peu moins de 40 000 mètres carrés dans le monde, dont la rue Blanche qui est notre quartier général et où on a environ 14 000 mètres carrés, dont 3 000 en sous-location, puisqu'en fait on s'est offert cette flexibilité-là de façon à répondre bien évidemment à notre croissance. Voilà. Et donc ça, c'est cette politique d'implantation, 1500. Aujourd'hui. Et petite question pour Thierry, je connais la réponse, mais je crois que c'est intéressant. Vous avez combien de bureaux fermés sur les sites? Alors clairement, en termes de politique d'implantation et de space planning pour nos bureaux, on a 3 bureaux fermés sur l'ensemble de nos sites dans le monde, qui sont assez simples. C'est le directeur général, et encore, pour un des bureaux... pour le bureau parisien simplement, puisqu'il il évolue sur 2 sites, enfin en tout cas il a 2 bureaux, le directeur juridique et le directeur financier. L'ensemble de toutes les directions business, vente, marketing sont sur des bureaux ouverts. Avec un aménagement de type aussi salle dédiée, de façon à ce qu'ils puissent organiser leurs réunions comme ils le sentent et comme ils le veulent. Voilà. Donc ça, c'est une politique et une stratégie clairement mondiale. On a exactement la même politique dans l'ensemble de nos sites à l'international et en France. Tout ça pour, en termes de cadre de vie et de favoriser ces espaces, on attache énormément d'importance, comme je le disais, sur les espaces informels. C'est clairement un élément différenciant pour nous dans notre politique de recrutement. Mais je pense que je ne suis pas différent de l'étude que vous avez pu présenter.
parce que Criteo, bien évidemment, compte tenu de ses ambitions, a une absolue nécessité d'attractiver les talents, de recruter les meilleurs talents, et puis et surtout de les retenir aussi. Et pour cette population de génération Y, l'espace de vie est véritablement un élément important. On a réalisé par exemple une étude en septembre dernier pour Criteo, à l'interne de Criteo, où pour 80% des collaborateurs considéraient que la fonction, enfin les gens qui étaient en charge de l'espace de vie étaient un élément ou une fonction fondamentale dans l'organisation, de façon à ce que le cadre de vie et le bien-être au bureau soient capital pour eux. Avant de vous donner effectivement le micro pour poser des questions, je tiens d'ailleurs à préciser que Criteo n'est pas client de SFL, ce qui est important. On le regrette, mais ce qui est effectivement donne une valeur très objective, et ce qu'on souhaitait à ce témoignage, et qui crédibilise de fait les résultats de cette opinion. Thierry, j'aimerais bien t'entendre sur l'effet cluster. On voit que les cadres, les dirigeants nous disent c'est un élément bénéfique pour moi en tant que personne, mais avec aussi un effet collectif. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, il y a la double dimension performance individuelle, performance collective. Et on voit que dans votre industrie, l'industrie des French Tech, vous vous implantez toutes à moins de 500 mètres les unes des autres. Quelle est l'explication à ce phénomène qu'on retrouve d'ailleurs, on voit que Boucle Sud est très bien placé. Boucle Sud, il y a un tropisme média, technologie de l'information, par exemple Boulogne, Issy-les-Moulineaux. En un mot, je dirais qu'on a l'absolue nécessité de te regrouper, tout simplement parce que nos concurrents sont, dans certains cas, nos partenaires, et qu'il faut nécessairement, et que c'est un marché en plein développement, donc il y a une nécessité absolue pour créer véritablement et dynamiser ce marché, que la communication et l'accessibilité à nos partenaires soit la plus facile possible. Voilà. Excusez-moi, comment vous expliquez qu'à une époque où la communication est super facile parce que tout le monde peut parler par téléphone, par texto, par WhatsApp, par tout ce qu'on veut, par Skype, par vidéoconférence, et que justement à cette époque-là, il y a besoin d'avoir une concentration physique, géographique, pour que les gens se voient vraiment. Enfin, il y a deux choses un peu contradictoires et qui sont vraies pourtant, mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Enfin, je vais parler pour Criteo. Je vais pas. J'aurais tendance à dire que, et ça n'appartient qu'à moi, hein, d'accord, mais l'analyse par rapport à votre question, j'aurais tendance à dire que Criteo aujourd'hui et le business où on évolue évolue sur des temps de décision qui sont extrêmement rapides, d'accord. Donc ça nécessite en fait qu'il y ait une proximité physique des gens et des espaces de façon à développer cette proximité physique au-delà du mail, au-delà de tout ce que vous avez pu citer précédemment. Il y a un besoin véritable d'échange et d'interactivité en temps réel, de façon à ce que les processus de décision soient le plus rapides possible. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà, ça pour nous c'est fondamental, et c'est d'autant plus une nécessité de créer justement ces espaces au sein de nos plateaux d'échange et d'interactivité physique. Je vais juste vous donner un exemple rapide. Nos équipes R&D, nous sommes environ 300 personnes sur le site de Paris. La roadmap, ce qu'on appelle la roadmap R&D, c'est-à-dire l'itération de développement, d'accord, est faite en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a des micro-équipes qui adressent en fait des points pratiquement 2 fois par jour, de façon à faire les itérations nécessaires pour activer et pour réaliser le développement du moteur technique de Criteo. Ce qui nécessite dans nos espaces des points de rencontre très informels,
suffisamment, entre guillemets, bien organisé de façon à ne pas déranger les autres espaces, de façon à ce que les gens puissent se rencontrer rapidement, sans aucune contrainte. Voilà, ça c'est un exemple, par exemple, où le mail ne répond pas forcément à ce genre de choses, texto ou autre chose. Voilà. Après, pour rebondir, je pense aussi à la question du lien social. C'est-à-dire que l'étude le montre très bien. Cette génération hyper connectée des moins de 30 ans, qui manipule tous les outils, toutes les applis mieux que personne, elle nous dit, moi en fait, ce qui m'épanouit dans mon lieu de travail, c'est de pouvoir travailler collégialement, c'est de voir mes collègues, pas dans des bureaux fermés, mais dans des espaces qui sont informels, c'est au resto, ça peut être en face, mais ça peut être aussi dans des espaces qui ont été traités distinctement. Mais le travail, c'est aussi se voir, le lien social. Il y a eu des expériences, je crois que c'est Yahoo qui a fait une expérience de télétravail très, très abouti, puisque à la limite on pouvait rester chez soi. En fait, la conclusion, c'est que ça n'a pas été du tout bon pour l'entreprise, parce que les gens ne se voyaient plus, donc pour le business. Et c'est à nous aussi, opérateurs, d'intégrer cette dimension du lien social dans la conception de nos projets, pas simplement sous la forme de plateaux de bureau, mais aussi dans le traitement de tous les autres espaces. On oublie par exemple les couloirs, les verticalités, les escaliers, les ascenseurs. Les études montrent que c'est là que vous vous voyez le plus. C'est pas sur le plateau, c'est au restaurant, dans un couloir, dans un escalier. Alors évidemment, si l'escalier, c'est un escalier de secours que personne ne prend, on ne va pas favoriser l'échange. Si par contre, on a traité un escalier avec de la lumière naturelle, qui n'est pas enchâssé, qui prend de la place, mais qui devient un lieu de rencontre, eh bien, ça va stimuler, ça va générer du business et du lien social. Je ferai une toute petite remarque, moins liée à mon expérience personnelle qu'à l'enquête. Lorsqu'on travaille sur la flexibilité au bureau, la dimension pour laquelle il y a le moins d'appétence, qui paraît le moins primordial, c'est justement cette possibilité d'un télétravail. Il y a une vraie attente des salariés de se voir, moi que j'éprouve personnellement, étant très rarement à mon bureau. Clairement, sur les générations Y, en l'occurrence chez Criteo, c'est véritablement pas une demande importante. Le télétravail est vraiment quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, foncièrement demandé dans nos équipes. Tout simplement parce que c'est lié à une génération qui fait que le télétravail est plutôt sur les, comme tu le disais tout à l'heure, sur les 30-39 ans. Aujourd'hui, nous, on est sur des générations inférieures à 30 ans. C'est pas quelque chose clairement de demander. L'importance pour eux, c'est qu'ils puissent se réunir et avoir à la fois une vie sociale au bureau et de continuer leur vie sociale à l'extérieur du bureau. Des questions sur tout ce qui est, alors on le voit dans les présentations des salles de sport, des stations pour la sieste, tous les trucs, et notamment vous qui êtes sur une population avec bien de moyen âge, qui ne sont pas encore confrontés à un des items qui est aux jeunes parents, et comment vos salariés, vous allez prendre en compte cette évolution a priori naturelle de C'est une équipe. Ils ne sont pas du tout préoccupés par le télétravail, c'est peut-être en relation avec ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être chez eux pour des raisons de parentalité. Exactement. Et en plus, ils peuvent travailler n'importe où parce qu'ils sont habitués à travailler sur n'importe quel support. Ah bon. Je ne sais pas si. Je pense que l'adresse. Alors, Frédéric pourra peut-être. Effectivement, dans les critères des services, les questions ont été posées sur les services qui étaient. Alors, ce qui est intéressant aussi, on en a un peu parlé, c'est ce qui ressort comme un des points forts de la défense. C'est-à-dire que la défense, les cadres et dirigeants nous disent, ce qui est très apprécié, c'est tous les services dans les bâtiments. Alors, qui sont peut-être plus faciles parce que vous avez des grands bâtiments, notamment des tours, et que sur des tours, vous pouvez développer toute une offre de services très complète qui va être entre guillemets amortie sur la surface de l'immeuble. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous dans Paris, de pouvoir travailler sur le développement de services sur nos immeubles de bureaux, mais qui répondent aux besoins. Alors, juste pour répondre à votre question, effectivement, chez Criteo, il y a clairement ce besoin de créer des zones. Alors, on a 3 concepts.
Chez nous, on a ce qu'on appelle une Zen Room, c'est-à-dire que les gens peuvent éventuellement, et d'une façon très informelle encore, se réunir. On a ce qu'on appelle aussi la Quiet Zone, où là, c'est plutôt des espaces de silence, où les gens peuvent travailler calmement et se réunir sans que ça, en dehors des environnements d'open space et autres. Et puis, lié au service, comme tu le disais, Dimitri, on a un restaurant d'entreprise aujourd'hui qui nous donne et qui nous met à disposition le site pendant toute la journée, de façon à ce qu'on puisse se réunir, là encore, d'une façon informelle, et dans un cadre un peu différent de l'ambiance, enfin de l'open space, encore une fois, pour que les gens puissent échanger. Voilà. Allez-y. Sur ce qui est, notamment, une question fondamentale sur les déplacements enseignés, les problèmes de garde d'enfants. Alors, je sais bien, vous y êtes pas encore. Alors, Mais ça va venir. non, mais si, j'ai déjà, effectivement, vous avez raison, j'ai 2 demandes. J'ai encore pas adressé. J'ai la fameuse salle de sport. Oui, là, il y a une vraie demande, clairement. Un peu compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue privatif. Quand c'est organisé, et là, je vous rejoins complètement, Dimitri, sur ce projet-là, il y a absolument nécessité d'organiser ce genre de service commun. Il se trouve que Rue Blanche, on n'a pas la possibilité d'avoir ce genre de service, donc il va falloir que j'organise d'une façon privée. Et j'ai exactement la même demande, peut-être avec un peu moins d'assistance, mais là encore, c'est peut-être encore lié à l'âge, sur la garde d'enfants. Mais ça commence. J'ai quelques prémices de demande. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est... Mais clairement, la salle de sport va devenir un enjeu, va devenir un projet. Enfin, j'ai des gens de Criteo dans la salle, donc je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais va devenir en fait une question sur 2016, ouais. Clairement. Je voudrais revenir un petit peu sur la méthodologie de l'enquête et savoir si vous avez extrait des panels en fonction des secteurs d'activité, parce que Criteo, évidemment, représente un secteur d'activité où on peut retrouver ce type de réponse, mais peut-être que dans les banques et assurances, on n'a pas les mêmes réponses, dans l'industrie non plus. Est-ce que vous avez extrait des réponses spécifiques au secteur d'activité? Alors, bien sûr, les résultats ont été... Enfin, on n'avait pas de quota là-dessus, mais on avait du côté de l'échantillon de salariés une segmentation sur la taille de l'entreprise et selon les secteurs d'activité. Alors, il y a mon collègue Romain Ben David qui a mené l'étude avec moi qui pourra peut-être vous répondre. Je n'ai pas souvenir qu'on ait sorti des choses discriminantes, même s'il y a quand même une homogénéisation sur Paris et Petite Couronne, plutôt sur le domaine des services, puisque celui de l'industrie et des transports. Je n'ai pas la réponse à vous donner, mais on pourra vous la donner. Voilà. Mais en tout cas, c'était un échantillon, bien sûr représentatif, mais pas seulement sur la taille, mais aussi sur le secteur d'activité. C'était une double en fait, approche sur ce qu'est le cadre en termes de sexe, âge, etc., mais aussi son entreprise dans laquelle il évolue. Pour autant, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a un phénomène... les grandes entreprises plus traditionnelles regardent avec beaucoup d'intérêt et d'attention ce qui est en train de se passer et tiré par les entreprises de la French Tech, qui attirent beaucoup, qui recrutent, parce qu'il y a une vraie notion de compétition pour attirer les talents. Et l'illustration, par exemple, c'est sur une opération comme celle-ci, on vient de louer le siège Exane. Donc Exane, oui, c'est un établissement financier, hein, donc on est dans une industrie beaucoup plus traditionnelle, d'equity research. Et pour en avoir parlé avec les dirigeants, c'est très intéressant parce que le discours est très proche. Le discours est très très proche dans finalement l'idée qui est de dire le lieu de travail, c'est aussi un outil pour recruter et fidéliser mes collaborateurs. Dans une compétition, et ça c'est important, qui est devenue mondiale. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, les jeunes, ils regardent Londres, Paris, l'Asie, avec des taux de croissance qui sont quand même meilleurs que les nôtres. Donc ils ont des atouts. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la qualité de vie à Paris est un vrai critère pour peu qu'on soit dans Paris.
toute petite précision, on mettra l'étude en ligne avec les principes, avec tous les résultats et également les résultats croisés par les principaux critères. Et on a segmenté selon 4 secteurs d'activité: le BTP, le commerce, l'industrie et les services. Ça serait intéressant de voir si par exemple sur le souhait de déménagement, ça relève plus du commerce, de l'industrie ou des services. Je vous invite à regarder sur notre site et celui de SFL. Merci à tous.